Bienvenue à l'émission Les Échos de la Finance. Nous continuons sur la lancée et la dernière fois, nous avions essayé de débroussailler un peu ce qui se cachait derrière la douane, sa fonction, son fonctionnement, ses domaines d'intervention. Nous allons continuer car il y a encore beaucoup de choses à dire sur la douane et peut-être aujourd'hui faire un peu plus d'histoire. Bonsoir William Savary, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir à tout le monde. Numéro 2 sur la douane. Alors, vous avez souhaité aujourd'hui, William, faire un petit rappel historique du rôle que la douane a joué auprès des autorités américaines qui ont occupé le pays à partir de 1915. En quoi est-ce un point important? Bon, maintenant, avant d'engager la discussion, je veux au prime abord déblayer une chose. Il y a dans le discours en général en Haïti que l'occupation américaine a été l'aboutissement du racisme américain. Et l'occupation américaine a été perçue que dans le prisme de la question de couleur en Haïti, noir contre mulâtre, noir contre blanc. Donc, et en général, les gens, les protagonistes de ce discours, je dirais, prennent moins de temps à analyser les effets économiques et plus de temps à propager ce discours. C'est la première chose. Donc, c'est pour vraiment dire qu'en dessous de l'occupation, il y a des intérêts économiques très fondamentaux qui sont à la base de l'occupation américaine qu'il faut déblayer, il faut comprendre. C'est ça. Pourquoi il faut le faire? C'est parce que nous avons initié notre discussion sur le volet de la culture et le développement, et éventuellement nous avons parlé de la croissance économique. Et ceci rentre d'emblée dans ce que nous appellerons le volet de croissance économique. D'accord. Maintenant, il faut au prime abord parler de l'effet du système bancaire américain. Aux États-Unis, le système bancaire américain est considéré, à l'époque, les banques n'étaient pas autorisées, par exemple, une banque qui est domiciliée à New York n'était pas autorisée à ouvrir une branche, par exemple, à New Jersey ou à Connecticut ou n'importe où. Et les banques, pour croître, devraient se lancer ailleurs, par exemple, dans la Caraïbe, le marché de l'Amérique latine, l'Europe. Et la stratégie des banques, c'était de se proposer comme un créditeur. Et les pays qui acceptaient d'emprunter de l'argent des banques américaines, en contrepartie, acceptaient de donner la gestion de leur douane, ou si vous voulez, les revenus de leur douane en garantie. Et au cas où il y aurait, par exemple, des révolutions, des troubles dans les pays, le département d'État américain était toujours prêt à occuper ce pays pour protéger les intérêts financiers des banques américaines. Mais il faut rappeler, William, qu'à l'époque, c'était les gouvernements français et allemands qui dirigeaient tout ce qui était financier en Haïti. Maintenant, oui et non. À cela près que, en 1915, c'était la première guerre mondiale en Europe et que la France et l'Allemagne étaient les principaux ennemis. Donc, la France et c'était la l'Allemagne... porte ouverte aux forces américaines de poser le pied. Non, mais en fait, je dirais que c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que effectivement, les Français et les Allemands constituaient ce qu'on appelle le groupe franco-allemand, qui s'était positionné pour assurer le financement de la dette du fonctionnement de l'État, mais et prenait toujours en garantie les revenus de la douane. C'est ça. Maintenant, lorsque, par exemple, les Américains, il y a une dette française qui a été contractée avec l'État haïtien qui fut de 60 millions de francs. Et 60 millions de francs qui, aujourd'hui, si cette dette devrait se faire, aurait une valeur de 2,5 milliards de dollars. Maintenant, cette dette a été structurée de façon à ce que 80% soit détenu par le groupe français et 20% par un groupe américain.
Et par le truchement de négociation des instruments financiers, la Citibank, la First National Citibank a racheté du groupe américain les 20% que ce groupe détenait. 20% qui avaient été donnés aux Américains. Ouais. Maintenant, donc ce qui a permis à la Citibank d'avoir un pied à l'intérieur de la finance haïtienne. Donc, maintenant, entre la First National Citibank et le groupe, le groupe français, donc, ils avaient initialement le contrôle de la douane et le contrôle de tout ce que se faisait au niveau de la trésorerie haïtienne. Donc, c'était la condition même posée par les Américains pour accepter ce don, ce prêt. C'était qu'ils prennent le contrôle de la douane. Justement. Non, c'était plutôt la condition du prêt. Donc, et pour renforcer cette condition, le département d'État américain s'est présenté. C'est ça. C'est ça. Ouais. Maintenant, ceci a servi de base initialement pour la rentrée d'une part financière de la Citibank, mais aussi une présence sur le marché américain, sur le marché haïtien de la finance. Parce qu'une fois présent, la Citibank s'est arrangée pour octroyer un prêt de 30 millions de dollars à la République d'Haïti. Et ces 30 millions de dollars étaient à 3,5%. Et les frais de la Citibank sur ce prêt étaient 1 500 000. Maintenant, pour mettre tout ceci en perspective, les 30 millions de dollars aujourd'hui auraient une valeur de 1,190 milliard. Et les frais de 1 500 000 seraient l'équivalent de 85 millions de dollars. Maintenant, pourquoi c'est important de souligner tout ça? C'est pour vraiment illustrer le fait que les gars qui dirigeaient le pays à l'époque avaient le souci du développement de la nation. Parce que pour s'engager sur le marché international et s'engager dans de prêts aussi substantiels, c'est qu'il y avait un besoin pour construire des infrastructures, construire les hôtels, construire les routes, etc., pour le développement de la République d'Haïti. Donc, ce qui faisait aussi partie de l'agenda de l'occupant américain. En fait, ces prêts ont été... Les centres de santé, le chemin de fer... Ces prêts ont été octroyés avant l'occupation effective. Ah bon, ok. Ouais? Donc, ce qui fait que... En fait, c'était vrai, il faut donner... Ça a été une prolongation. Une prolongation. C'était vraiment... C'était la réflexion de l'époque où les gars qui étaient au pouvoir vraiment pensaient comment développer le pays. Oui. Et ceci, et ces prêts, la garantie de ces prêts a été les revenus du café et du coton. Donc vu que ceci a été les garanties, donc il était évident qu'au moins de troubles qui pourraient déranger le flot de l'exportation pourraient causer, inciter une occupation. D'accord. Ouais. Bon, oui, mais enfin, il a fallu l'assassinat d'un président quand même. Histoire qu'on commence à connaître. L'assassinat des présidents porte toujours des changements. Des changements bien ou mauvais. Bien ou mauvais. Bon, pas nécessairement. Est-ce que l'assassinat de Kennedy a apporté beaucoup de changements avec Johnson après lui? Bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais ici, en Haïti, chaque fois que ça s'est produit, oui, bon, heureusement, ça ne s'est pas beaucoup produit. Alors, bon, donc... Les Américains gèrent la douane. Ils la réorganisent aussi. Les Américains réorganisent la douane. Ils ont apporté des infrastructures. Ils ont mis en place le système de santé publique. Donc, il y a eu... Les routes. Les routes, c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup d'implications des Américains pendant l'occupation. Mais il y a quelque chose de très fondamental qui se discute rarement. La présence de la Citibank en Haïti a permis un essor, a permis à la Citibank de contribuer à l'essor économique des États-Unis. Et comment? C'est à l'époque où les Américains avaient commencé à émettre le marché des obligations des États-Unis avait besoin de ce qu'on appelle primary dealers. Donc, les primary dealers, c'était les institutions financières qui étaient les mieux pourvues en liquidité. Donc, Citibank pouvait jouer le rôle de primary dealers du gouvernement pour la trésorerie américaine et distribuer sur le marché international les bons du trésor américain. Grâce à son implantation en Haïti, dans les douanes haïtiennes. Son implantation américaine en Haïti a permis une augmentation
des fonds disponibles. Hein? Mais vous me disiez aussi que c'est à partir de cette occupation haïtienne que les Américains se sont disséminés, non seulement dans la Caraïbe, mais dans toute l'Amérique latine. Le secteur bancaire américain. Oui. Parce qu'en fait, les lois étaient très restrictives. Les banques ne pouvaient pas... Par exemple, une banque qui est enregistrée dans l'État de New York n'avait pas l'autorisation d'aller en Californie ouvrir une branche. Donc, j'avoue, je l'ignorais et j'avoue que ça me paraît... c'est une position extraterrestre. Non, maintenant, il y a eu aussi ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act qui mettait dans le futur, qui allait venir dans le futur pour limiter les activités des banques et les activités des activités d'investissement, des activités commerciales. Donc, il y a eu des évolutions au niveau du secteur bancaire américain qui ont eu lieu. Mais en attendant, à l'époque, voilà ce que c'était. Maintenant, une chose importante aussi qui ne se discute pas en général, c'est l'apport de l'occupation de l'influence, si vous voulez, de la Citibank en Haïti a permis au titre de la First National Citibank qui se négociait à la bourse de connaître une hausse faramineuse. C'est passé en 1901 à $2,000, ça se négociait à $8,320 dans les années 1920. C'est passé donc de $1,000, oui, parce que 2000, on a pour entendre. C'est passé de $1,000 à 8,300 dans l'espace de 10 ans. Wow! Les gens qui avaient investi dans Citibank, ils ont dû se frotter les mains. Bon, et en fait, l'objectif du capitalisme américain, vraiment, c'est la croissance. C'est l'objectif vraiment de tous les pays du monde, de tous les gens qui ont leur business, c'est vraiment la croissance de l'entreprise. Hein? Donc, et la croissance se mesure tous les 3 mois ou chaque année. Donc, le plus performant est une entreprise, le plus achalandé sont les titres de cette entreprise. Donc, le fait, la présence... En fait, il y a eu un article qui a été publié dans le rapport annuel de la Citibank, je crois en 1915, où c'est dit « Haiti's Central Bank is ours ». Donc, vraiment, l'objectif, c'était vraiment clair, c'est la rentabilité de la banque. Ça n'a rien à voir avec la question de couleur. Donc, parler de la question de couleur, c'est vraiment faire l'abnégation des intérêts économiques qui sont en jeu, et d'un côté des Américains, et de l'autre côté des intérêts économiques de la République d'Haïti. Parce que lorsque vous juxtaposez les intérêts économiques, c'est beaucoup plus raisonnable de parler de négociation plutôt que de réagir de façon émotionnelle sur la question de couleur. Et en général, en Haïti, les gens mettent trop d'accent sur la question de couleur et trop moins d'accent sur les questions d'intérêt économique. On est très émotionnel ici. D'ailleurs, à propos de négociations, il y a eu beaucoup de négociations à l'époque, sur la gourde en particulier, autant que je me rappelle. Et beaucoup de négociations, parce que ce sont des négociations qui étaient... Parce qu'il ne faut pas oublier que les Français, même si les Français étaient l'influence des Français se diminuait, et du groupe franco-allemand se diminuait, mais les Haïtiens et les Français participaient quand même en dessous des négociations, et les Haïtiens, eux aussi, ils n'ont pas livré le pays. Il y a eu des négociations très sérieuses qui ont eu lieu. Maintenant, une des transactions qui avait été planifiée en Haïti en 1913, c'était la réforme monétaire de la République d'Haïti, où on devait diminuer la masse monétaire et remplacer la goude par l'or. Constituer les réserves d'or. Maintenant, l'influence de la First National Citibank a joué, et cette réforme a été retardée et a été reprise en 1913, je crois, 1913, je crois, et où la loi, le décret de la conversion de la goude au dollar a été établi à 5 gouttes pour $1. Maintenant, il faut signaler que ceci a causé une dévaluation de la goude. Oui, parce qu'avant, ça ne valait pas 5 gourdes. Maintenant, cette dévaluation de la goude a causé beaucoup de tort au développement de la République d'Haïti. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, la valeur du café a chuté. La valeur du coton a chuté. Donc maintenant, il fallait vendre beaucoup plus de café, beaucoup plus de coton pour rentrer les mêmes revenus. Donc,
ce qui a posé des conflits et aussi causé des troubles économiques dans le pays, parce que lorsque les prix chutent, les paysans prennent les rues. Oui. Surtout les cacos. Bon, oui, en fait. D'autant plus que dans le même temps, les Américains ont aussi fourré de leur nez dans l'agriculture. Oui, absolument, parce que là, à l'époque, et aussi dans les domaines de l'État. En réduisant la part du café et du cacao, en promouvant le sisal en Oui, parce particulier. qu'il y a beaucoup de terres fertiles qui ont été converties en sisal, mais il y a aussi quelque chose de très Et puis, fondamental. il y avait même aussi le caoutchouc, autant que je me rappelle. Il y a quelque chose de très fondamental, c'est vraiment la suspension de la Constitution à l'époque, mais pas l'élimination de la Constitution. C'est ça. Ce qui faisait que les étrangers n'étaient toujours pas permis d'être propriétaires de foncier. Et pendant l'occupation américaine, il y a eu des cessions de terres qui ont eu lieu à des étrangers du domaine de l'État, des domaines de l'État. Et ces cessions ont éventuellement été vendues par les étrangers qui les avaient obtenues à des Haïtiens. Donc ça, c'est quelque chose de constitutionnellement. Est-ce qu'on va retourner en arrière pour la Constitution? Est-ce que ça peut être rétroactif? Mais la Constitution n'a pas été abolie. Non. Elle était mise entre parenthèses. Mise en veilleuse. Mise en veilleuse. Ouais. Bon, William, s'il reste encore quelque chose, à dire, on fera une troisième séance. Bon, je pense que la troisième séance, on pourrait parler, par exemple, c'est une surprise. Une surprise. Même pour moi. Même pour vous, absolument. OK, bon. Mais une troisième séance est de mise. Est de mise? Eh bien, c'est parfait. Eh bien, merci William, merci pour ce domaine qu'on n'aborde pas souvent en Haïti. C'était donc la énième session de Les Échos de la Finance, deuxième session consacrée à la douane. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Les Échos de la Finance juste après Métro News. Métro News se termine, une page de publicité et bingo pour Les Échos de la Finance. Voilà, à très bientôt et bonne fin de journée.